Macro-assembleur 8051. Donc généralement quand on commence à programmer en assembleur, on va programmer un peu de cette manière, hein. Donc c'est ce que j'appelle un code assembleur rustique. On va utiliser des adresses absolues, hein, au travers quand même d'une petite directive assemblage. Généralement c'est la seule directive qu'on utilise. On utilise quand même des étiquettes, hein, pour faire les sauts, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de calculer les valeurs de saut. Par contre, tout le reste est relativement rudimentaire, c'est-à-dire que on n'a pas de nom de registre, on va stocker des valeurs dans des adresses mémoire qu'on a spécifiées. Donc ce qui fait que le code, là, quand on doit revenir dessus, ou quand c'est le code qui a été écrit par quelqu'un d'autre, il est extrêmement difficile à analyser. Donc la solution, dans un premier temps, c'est qu'on va rajouter du commentaire, c'est-à-dire que par exemple pour cette ligne, on va découvrir qu'effectivement on est allé faire des écritures dans un registre de Watchdog. Là par exemple sur cette ligne, on précise qu'on fait l'initialisation du pointeur de pile, alors que quand on voit ça, c'est vraiment pas du tout parlant. Donc tant qu'on fait des tout petits bouts de code assembleur sur une page, à la limite on peut s'en contenter. Par contre, le code assembleur va commencer à prendre de l'ampleur, et surtout quand on va travailler avec plusieurs fichiers sources, qu'on va travailler avec plusieurs personnes qui travaillent sur le même sujet, sur le même projet, pardon, ça va vite poser problème. Parce que si par exemple vous avez mis un certain nombre d'informations dans telle ou telle case mémoire, il va falloir que vous communiquiez ces informations à vos partenaires, tout ça, et ça va être très 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 laborieux. Donc c'est pour cette raison que le macro-assembleur il va permettre de résoudre tous ces problèmes. C'est-à-dire qu'il va pouvoir gérer la mémoire de manière automatique, on n'aura plus besoin d'affecter des adresses absolues. On va donner des noms de registres, des symboles. Chaque registre va avoir un symbole, ce qui fait que ça sera beaucoup plus lisible. Et puis surtout aussi au niveau des données, on n'aura plus besoin de manipuler des adresses, hein, on va manipuler des symboles. Donc c'est comme si en quelque sorte on créait des variables. Donc en gros avec ce macro-assembleur, on va diviser, je dirais, on a deux types de commandes. On a des directives d'assemblage qui là vraiment vont nous permettre de préciser la structure du programme, comment on le répartit dans la mémoire, et on va aussi pouvoir déclarer des symboles. Et puis de manière un peu plus accessoire, les paramètres d'assemblage qui peuvent nous permettre surtout de travailler sur l'allure, le format des fichiers qui seront produits par le macro-assembleur. Il faut quand même bien retenir que toutes ces directives d'assemblage et ces paramètres d'assemblage ne produisent aucune ligne de code. Ce sont simplement des renseignements supplémentaires que l'on donne pour produire l'assemblage. Quelque chose qui va être aussi extrêmement important quand on va travailler avec des directives d'assemblage, c'est qu'on va rassembler tous nos codes, nos variables dans des segments. Donc des segments qui seront donc spécifiques pour chaque espace mémoire. Vous voyez qu'ici on a un segment qui est relatif à l'espace mémoire code, un segment relatif à l'espace mémoire xdata, data, etc. On voit aussi apparaître deux familles de segments. Des segments qui sont qu'on appelle absolus, c'est-à-dire qu'on va spécifier l'adresse à laquelle démarre le segment. Et on aura aussi beaucoup de segments relogeables, c'est-à-dire que quand on va faire le code assembleur, on ne va pas décider à cet instant, à l'endroit où on veut mettre ce segment, c'est plus tard, lors de l'édition de lien, que cette affectation sera faite. Donc on arrive justement aux deux phases. Là jusqu'à présent, souvent quand on écrivait nos codes assembleurs, ce qu'on appelle des codes symboliques, et puis on disait, voilà, une opération d'assemblage va permettre de produire le code machine qui est utilisé par le microprocesseur. En fait, cette opération d'assemblage, elle se fait en deux phases. La première phase, c'est vraiment ce qu'on appelle le code assemblage, hein. C'est-à-dire qu'on va transformer chaque fichier assembleur en un fichier code objet. Et ce fichier code objet va contenir le code machine, donc il commence déjà à contenir ça, sauf que les adresses de saut, les adresses d'appel de sous-programme ne sont pas résolues, c'est-à-dire qu'à ce stade, il n'est pas encore capable de connaître l'adresse de ces différents éléments.
De la même manière, si vous déclarez en quelque sorte des variables à ce stade, il n'est pas encore capable de leur affecter des adresses. Et cette affectation d'adresses va être réalisée dans un second temps. C'est ce qu'on appelle l'édition de liens, le linker, qui va nous permettre de rassembler tous les fichiers objets qui ont été créés lors de l'assemblage. Si vous avez un projet avec 3 à 4 fichiers assembleurs, il va générer 3 à 4 fichiers objets qui sont complètement indépendants les uns les autres. Et lors de l'édition de liens, il va rassembler tous ces fichiers objets pour produire un fichier objet absolu. Et c'est vraiment là qu'on va avoir le code qui pourra s'exécuter sur le processeur. Et lors de cette opération, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les adresses vont être résolues, c'est-à-dire que tous les sauts de sous-programme, et bien là, on va spécifier l'adresse du sous-programme. Quand on aura créé des variables, et bien on va leur affecter vraiment leur adresse, etc. En plus, on va aussi combiner les segments partiels, c'est-à-dire que dans cette phase-là, on peut très bien avoir un segment, par exemple, ici, vous voyez, j'ai un segment data qui s'appelle seg-A. Eh bien, on va l'utiliser ici, on va mettre des choses ici dans ce module-là. Par contre, on peut aussi très bien l'utiliser dans un autre module. Donc, l'édition de liens va rassembler tous les segments partiels. Et la dernière chose, résolution des références intermodules. Et bien parfois, quand on travaille avec plusieurs fichiers sources, il y a parfois des variables qu'on veut partager, il y a parfois des sous-programmes qu'on a créés d'un côté et qu'on veut appeler dans d'autres fichiers sources. Donc c'est ici que le linker va permettre de faire le lien. Ce qui fait qu'au niveau de la chaîne d'assemblage, on part de notre fichier assembleur. Il est d'abord assemblé, il génère un fichier objet. Et ensuite, on va passer dans l'édition de liens. Donc l'édition de liens va utiliser potentiellement plusieurs fichiers objets. Peut aussi venir utiliser des fichiers de librairie, c'est-à-dire si on utilise des fichiers assembleurs qui ont été au préalable précompilés. Et c'est là aussi qu'on peut, au niveau de l'édition de liens, récupérer des fichiers objets qui ont été produits par un compilateur avec un langage évolué, par exemple un compilateur C. Donc l'édition de liens, comme son nom l'indique, établit des liens entre tous ces fichiers et génère un fichier code absolu. Donc si on s'intéresse maintenant aux différentes directives d'assemblage qu'on va utiliser, donc la première chose, c'est toutes les directives qui permettent de gérer les segments. Donc les segments absolus. Typiquement, le segment absolu, on en aura besoin pour notamment gérer le vecteur reset, c'est-à-dire que quand le microcontrôleur démarre, il exécute les instructions qu'il va trouver à partir de l'adresse 0. Donc impérativement, là, il faut bien placer un code à partir de cette adresse 0. Donc c'est tout le rôle de cette consigne de segmentation absolue. Dans l'espace mémoire code, c'est seg, à partir de l'adresse 0, je vais mettre un saut vers mon programme. Et on aura aussi la même problématique pour tous les vecteurs d'interruption. Par exemple, sur cette interruption, il faut impérativement mettre du code à partir de l'adresse 0013. Donc nouveau segment absolu qui démarre cette fois-ci à l'adresse 013. Et là, on fait un saut vers notre outil d'interruption. A noter que pour les segments absolus, on n'a pas besoin de les nommer. Ensuite, nos segments relogeables, qu'on appelle aussi parfois segments génériques. Donc il y a deux étapes. Il y a une première étape de création, donc on lui donne un nom, le mot-clé segment, et on spécifie dans quelle classe mémoire va être placé ce segment. Donc ça sera soit code, bit, data, idata ou xdata. Et ensuite, une fois qu'ils ont été créés, on va pouvoir les utiliser. Donc par exemple, rseg, et ensuite le nom du segment. Donc par exemple, là, cela c'est extrait d'un fichier source qu'on va utiliser tout à l'heure pour une démonstration. Je décide de nommer un segment de type data et je l'appelle datasegtemp. Là maintenant je commence à l'utiliser. Donc sous-entendu, tout ce qui est au-dessous de cette ligne-là, ce sera des choses qui seront mises dans le segment data. Et là on va voir qu'en fait on fait comme si on crée des variables. Ensuite, plus loin, je crée de nouveau un segment. Cette fois-ci c'est un segment qui est un segment de code. Il s'appelle proc-base. Et là, je commence à l'utiliser. Sous-entendu, tout ce qui sera placé dessous sera placé dans ce segment proc-base. Voilà. Et là, je rappelle, c'est bien lors de l'édition de liens qu'on affectera une adresse à tous ces segments. Voilà, donc là je reprends un fichier source complet avec une déclaration. Donc une déclaration de segment absolu pour les vecteurs reset,
et les vecteurs d'interruption, et ensuite des segments relogeables. Donc là, il y a un segment qui est dans l'espace memory data, qui va être utilisé par la pile, un segment dans la data dans lequel on va mettre des variables, et puis ensuite le segment de code. Donc on en a terminé sur les segments. Ensuite, les définitions de symboles, les set et equal. Donc avec la différence entre le set et le equal, c'est que le equal, on fait une désignation de symbole qui peut pas être, comment dirais-je, redéfinie. Par contre, le set permet une redéfinition. Donc par exemple, dans cet exemple-là, on a, dans un premier temps, on affecte la valeur 100 au symbole value. Et ensuite, le symbole value, on va le redéfinir et il va être donc il y aura un calcul qui sera fait. Donc à l'origine, on avait mis 100, donc on va faire 100 sur 2. Donc après, value, ce symbole value, il sera remplacé par la valeur 50 quand value apparaîtra dans le code assembleur. Donc je donne un exemple d'utilisation dans un code. Donc j'ai déclaré un symbole, une table size, et je lui ai affecté la valeur 10. Ensuite, par exemple, là, je suis dans un segment de data sectemp. Là, je crée une variable qui s'appelle table mesure. Et je lui dis que cette variable table de mesure, on parlera un peu plus loin de cette déclaration DS. Donc là, je déclare un tableau dont l'adresse de départ sera table mesure et qui aura une taille qui a été définie ici, donc une taille de 10 octets. Et ensuite, j'ai un exemple d'utilisation de ce symbole dans une instruction. Donc là, je vais simplement faire une comparaison. Si je suis, en fait, là, c'est un tout petit bout de programme qui parcourt cette table. Et à la fin, je teste, est-ce que je suis arrivé à la fin de la table? Et l'adresse de fin de table, eh ben, c'est table mesure, l'adresse du début de la table, plus taille de la table, moins 1. Donc, parce qu'en fait, je parcours tous les éléments de la table. Donc, au niveau des adresses, l'adresse maximale, c'est cette somme, adresse au début, taille de la table, moins 1. Voilà, donc vous voyez que avec ce genre de déclaration, ça m'évite d'utiliser la valeur numérique ici, ce qui fait que si j'ai plusieurs lignes d'assembleur de ce type-là, il suffit, et si je veux modifier la taille de mon tableau, je n'ai pas besoin d'aller la modifier dans plusieurs lignes d'assembleur, je vais simplement la modifier dans cette déclaration de symbole. Donc ça permet quand même de simplifier le code et surtout d'éviter les erreurs. Si par exemple j'ai 10 modifications à faire, j'en modifie 9 et j'oublie la 10e, et bien là ça ne marchera plus du tout. Les directives code data, idata, xdata et bit, donc ça on va les utiliser surtout pour affecter un symbole à un registre qui est dans une zone mémoire spécifiée. Donc bien souvent c'est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser pour tout ce qui est déclaration de registre SFR. Donc avec des déclarations de type data et bit. Les autres déclarations on peut aussi les utiliser quand on rajoute par exemple des ports d'entrée-sortie dans l'espace mémoire xdata. Ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Mais l'exemple, surtout, c'est dans le fichier C8051F020. Donc là, j'en donne un exemple. Donc, dans ce fichier, en fait, on va définir un symbole pour chaque adresse mémoire dans l'espace mémoire SFR. Donc, par exemple, l'accumulateur, qui est à l'adresse E0, et là, il est défini avec le symbole ACC. Et avec le mot-clé, un directive data. Ensuite, là, pour le registre PSW, donc on peut définir en quelque sorte tous les bits de ce registre PSW et le bit de carry, qui est le bit 7 du registre d'état, est déclaré avec ce symbole CY. Donc dans mon code assembleur, je pourrais utiliser CY, et là, grâce à cette directive d'assemblage, ce symbole CY sera remplacé par PSW.7, donc bit 7 du registre d'état. On continue un peu dans nos directives. Donc la directive DB. Donc la DB qui est utilisée uniquement dans des segments de code, elle va permettre de réserver dans l'espace mémoire code des zones de stockage pour y stocker des valeurs numériques ou même des chaînes de caractères. Donc là, vous voyez, on est toujours dans un segment de code. Et là, donc string x correspond en fait, va être utilisé comme étant l'adresse du premier élément de cette chaîne. Et là, dans mon espace mémoire code, je vais stocker toute cette chaîne de caractères qui se termine par la valeur 0. Autre type de déclaration DB, je déclare un tableau, table constante, table CSTE. Donc table CSTE va pouvoir être utilisée comme une adresse. Et dans ces délais, je vais y mettre les valeurs 28, 32 et 13. Donc un exemple d'utilisation
pour cette, par exemple, cette table constante. Vous voyez, j'initialise mon DPTR, donc je vais le faire pointer sur l'adresse qui contient cette valeur-là, le deuxième élément. Donc j'initialise mon DPTR avec table constante, qui est l'adresse du début de cette table, plus un offset. Donc ça c'est adresse constante plus 0, adresse constante plus 1, adresse constante plus 2. Donc si je veux aller récupérer cette valeur 13, je vais d'abord initialiser mon DPTR avec ce genre d'écriture, et ensuite avec le move C, j'aurais bien récupéré cette valeur 13 et j'aurais bien stocké dans l'accumulateur. Ensuite, on a la même chose pour les segments. Non, j'avais oublié, il y a encore le DW. Donc là, c'est pour stocker des mots de 16 bits dans l'espace memory code. Donc un exemple, hein, je déclare une année, DW 2020, donc ça veut dire que année va être utilisée comme une adresse, et dans l'espace memory code, je vais avoir 2 octets dans lesquels je vais mettre 2020. Attention, 2020 a été exprimé en décimale, donc il y aura d'abord une conversion hexadécimale, et on prendra l'octet de poids fort, on le mettra dans un élément de la mémoire code, et sur l'octet suivant, je mettrai l'octet de poids faible. Donc, petite remarque, c'est pas parce que vous créez de beaux tableaux avec des valeurs 16 bits dans l'espace memory code, en assembleur, ça va pas vous allez toujours devoir les gérer en accès octet. Voilà, donc on a terminé sur les possibilités de stocker des chaînes et des constantes dans l'espace memory code. On va s'intéresser maintenant à ce qui se passe dans les mémoires data, e-data et bits. Donc la déclaration des bits. Donc c'est toujours la même structure, donc là forcément c'est dans un segment de type bit. Donc j'ai déclaré un segment qui s'appelle demo bit, segment de type bit. Là je commence à l'utiliser, et là je vais réserver, dans cette lignage, je réserve 4 bits, et je lui affecte tab bit 1, donc ça correspond à l'adresse du premier bit de cet ensemble de 4 bits. Donc là ça veut dire qu'on travaille dans la zone accessible de mémoire data accessible bit à bit, donc on travaille forcément dans la zone d'adresse octet 20 à 2F. Un exemple d'utilisation. Vous voyez, par exemple, pour mettre, là je veux mettre à 1 le troisième bit de cet ensemble de 4 bits, 7B, hein, donc c'est l'instruction de mise à 1, tab bit 1 plus 2. Et là, si par exemple je veux mettre à 0 ce bit qui a été défini ici, clear one bit, tout simplement. Donc vous voyez que là, on ne manipule jamais des adresses bits, tout ça, ce qui fait que ça va quand même éviter beaucoup les erreurs. Et après, on a la même chose au niveau octet. Donc on spécifie un label, DS, ensuite l'expression, ça correspond au nombre d'octets qu'on veut réserver. Donc vous voyez, dans mon segment data que j'avais déclaré tout à l'heure, hein, c'est un segment relogeable, là je vais déclarer, et là quelque part on va les utiliser comme des variables. Donc temp consigne, j'ai réservé un octet, donc je vais avoir en quelque sorte une variable temp consigne qui est sur un octet. Par contre, vous voyez, table size, table mesure, c'est un tableau de 10 éléments, et de 10 éléments parce que auparavant hein, j'ai le symbole table size où j'ai affecté la valeur 10. Donc des exemples d'utilisation. Donc voilà, il y a une petite erreur, c'est exemple d'utilisation. La déclaration c'est ici. Hein. Et ensuite comment je les utilise. Par exemple là, hein, si on veut initialiser ma variable temp ambiante, hein, là, je fais simplement adressage immédiat, je vais mettre la valeur 23 dans temp ambiante. Là j'avais déclaré, bon, il y avait je pense une constante consigne qui avait été déclarée en equal, elle n'apparaît pas ici, et donc je l'affecte sur la table temp consigne. Voilà, je crois qu'on a terminé pour le DS. Ensuite, directive pour l'édition de liens. Donc, dans le cas, on va travailler avec plusieurs programmes, au moins 2 programmes. Souvent, on a des problèmes de partage des noms de symboles. Typiquement, ici, on a dans ce programme A, on a déclaré une variable qui s'appelle temp consigne, hein, elle est dans l'espace mémoire data. Et puis, par exemple, je voudrais l'utiliser dans mon programme B. Et puis, inversement, là, j'ai déclaré un sous-programme, hein, donc j'ai mis le code du sous-programme, et je voudrais l'utiliser dans mon programme A.
Et là, avec les directives, si vous assemblez vos fichiers, donc ça va passer à l'assemblage, hein, parce que quand il va assembler, lui, ça ne va pas lui poser de problème. Enfin, quand vous allez assembler prog A, il n'y aura aucun souci. Par contre, quand vous allez assembler prog B, il va vous dire, bah, je ne connais pas ce symbole-là, et je ne connais pas... Enfin, pardon, je reprends. Quand il va assembler prog B, il va déclarer ici que ce symbole, il ne le connaît pas. Par contre, le sous-programme, il a été déclaré, il a été rédigé ici, tout va bien se passer. Et quand il va assembler prog A, thème consigne, il a été déclaré ici, il le connaît, donc pas de souci. Par contre, le SP exec, il va dire je ne connais pas ce symbole. Donc pour résoudre ce problème, on a mis, il y a deux directives d'assemblage qui ont été mises en place. C'est public. Donc dans un fichier source, ça va permettre de lister tous les symboles qui sont donc déclarés dans ce fichier source, mais qu'on veut rendre disponibles pour les autres modules. Donc avec le format public, et on suffira de mettre le symbole qu'on veut rendre public. Et je dirais inversement, externe, ça va permettre de lister tous les symboles qui sont utilisés dans ce fichier source, mais qui sont déclarés dans d'autres modules. Donc là, cette fois-ci, on est bien obligé de spécifier, donc le mot-clé externe, et spécifier la classe mémoire du symbole qui a été déclarée dans un autre module. Avec classe mémoire, et bien toutes les mémoires possibles, bit, code, data, etc., etc. Donc ce qui fait qu'on revient à notre code précédent. Donc pour que ça puisse s'assembler et ne poser aucun problème, il va falloir rajouter ces directives publiques et externes. Donc j'avais déclaré mon thème consigne ici. Donc ce symbole, je le rends public. Donc je lui mets la directive d'assemblage public. Et de ce côté-là, ce thème consigne, eh bien, là je l'ai utilisé. Hein. Donc par contre il est déclaré ici, donc ça veut dire que ce symbole que je vais utiliser, je vais prévenir, attention, c'est un symbole qui vient de l'extérieur, et c'est un symbole de type data. Et là en parenthèse, je mets, c'est le symbole thème consigne. Et inversement, ici j'ai déclaré mon sous-programme, donc ce sous-programme, son nom, son label, je le rends public. Ce qui fait que dans l'autre code, à partir du moment où on rajoute la directive d'assemblage externe pour dire sous-programme, c'est un symbole qui vient de l'extérieur, par contre c'est un symbole de type code. Donc on est bien aussi, à chaque fois qu'on a un public, qu'on déclare un symbole public, il y a forcément un externe dans le fichier, un autre fichier source qui va utiliser ce symbole. Donc ça marche vraiment, public et externe qui sont associés. Encore une petite directive, using. Donc la directive using, c'est pour spécifier au programme assembleur quel est le banc de registre qui est en cours d'utilisation. C'est-à-dire que si je prends l'exemple ici, on a mis using one, donc ça veut dire qu'on est en train d'utiliser le banc 1. Donc le programme assembleur, quand il va voir cette ligne-là, donc là c'est une ligne avec un adressage direct ici. Hein, donc là ce qu'on attend comme opérande c'est l'adresse de R1. Et on veut stocker donc, le contenu de R1 dans l'accumulateur. Donc l'adresse de R1, étant donné qu'on a spécifié le banc 1, il va utiliser la valeur 0,9. Donc le code machine, il y aura un opérande 0,9 parce que c'est l'adresse de R1. Si on avait mis using 0, au lieu de mettre 9, il aurait mis adresse de 1 dans le banc 0, c'est-à-dire 1. Alors attention, hein, très important, parce que parfois c'est mal compris, le using c'est simplement un message, une directive pour prévenir l'assembleur sur quel banc on travaille. Par contre, ce n'est pas le using qui provoque, il ne génère pas de code assembleur, et donc il ne provoque pas de commutation de banc. Donc faites bien attention à ça. Alors, on va manipuler des variables, on va on crée des segments relogeables, c'est-à-dire qu'on ne spécifie pas à quelles adresses on va stocker nos codes et nos données. Donc parfois, une fois que l'assemblage et l'édition de liens ont été faits, parfois on a besoin de quand même savoir où tout cela a été stocké. Donc c'est pour cette raison qu'à l'issue de l'édition de liens, donc il y a toujours un fichier qui est généré, donc qui a une extension M51, XX correspondant au nom du projet. Et c'est dans ce fichier qu'on va avoir toutes ces informations. Dans les bouts de code que je vous ai déjà un petit peu montré, j'ai utilisé différents segments. Donc j'avais un data segtem qui est un segment de data. Donc là, dans ce document, dans ce fichier, j'apprends qu'il a été stocké à partir de l'adresse 08. Qu'il a une taille de 4 octets et que ça a été au départ c'était un segment relogeable.
Par exemple, le segment point d'interrogation stack qu'on va utiliser pour la pile, en fait, là on apprend qu'il va démarrer à partir de l'adresse 0C, length 5 octets. Alors, attention, hein, il n'a pas calculé que la pile au maximum va contenir 5 octets. C'est simplement parce qu'on a fait une réservation dans ce segment point d'interrogation stack, on avait simplement réservé 5 octets. Et ainsi de suite pour tous les éléments pour la Xdata, pour le code. Le code, on voit bien apparaître les deux segments absolus en 0,3 et en 0,3, donc à partir de l'adresse 0, pardon, qui fait 3 octets, et à partir de l'adresse 13, ça c'était pour un vecteur d'interruption, et qui fait 3 octets. Et vous voyez que lui, hein, il a vu qu'il y avait de la place entre l'adresse 3 et l'adresse 13, il est venu y glisser, parce qu'il y a un segment qui n'était pas très important, le segment prog SP. Et puis aussi dans mes codes que j'avais un autre segment prog base, donc il l'a mis à la suite. Donc vous voyez qu'il prend des décisions. Lui, il essaye de remplir la mémoire à partir de l'adresse 0. Donc il n'hésite pas à aller intercaler des choses si c'est possible. Enfin, vous avez créé en quelque sorte des variables, hein, on les avait créées dans l'espace mémoire data. Toujours dans ce fichier M51, enfin, d'extension M51, on peut aussi aller effectivement voir où sont vraiment stockés à l'issue de l'édition de liens, dans quelles adresses mémoire, tout ça, ça sera stocké. Parfois quand on débug, ça peut être relativement intéressant. Pour terminer cette longue vidéo, une petite quand même démonstration sous Microvision. Donc là, j'ai un projet qui contient deux fichiers assembleurs, hein, démo directive et exemple SP. Et là, je vais commencer à échanger un peu des informations de ces deux fichiers, en reprenant un peu les exemples que j'ai traités tout à l'heure. Donc on se retrouve bien dans ce fichier avec un sous-programme, démo SP, qui est ici. Ce fichier démo SP, je veux l'utiliser dans mon démo directive, hein, qui est ici. Donc là, j'appelle mon sous-programme, ici. Et pour que ça puisse passer à l'assemblage, je suis obligé de déclarer donc dans ce fichier où spdemo je l'appelle, hein, donc là je préviens à l'assemblage que le symbole spdemo a été défini ailleurs dans un autre fichier et que ce spdemo c'est un label qui correspond à un label d'adresse. Donc ce qui fait que quand il va assembler call spdemo, il va dans un premier temps, lors de la phase d'assemblage, il va mettre un call 00, il ne sait pas, et c'est lors de l'édition de lien, quand il va regarder dans tous les fichiers objets, qu'il va voir, ah oui, il y a un spdemo, il est dans tel module, etc. Et là, il va pouvoir lui affecter une adresse définitivement. Voilà. Et on a la même chose sur une variable qui s'appelle compteur, que j'ai déclaré ici, qui est dans l'espace mémoire ici, hein, qui est dans l'espace mémoire, donc c'est un segment de data, pardon. Donc il est déclaré public. Et dans mon fichier exemple SPAssembler, donc cette fois-ci, mon compteur, je préviens bien que c'est un symbole qui a été défini à l'extérieur, qui est de type data. Et là, mon sous-programme que je définis en sous-programme, dans ce programme-là, dans ce source-là, je le déclare bien comme public. Donc on va simplement, je vais réassembler rapidement ce programme. Donc là, ce qui s'assemble sans problème. J'en profite aussi pour vous montrer le fichier M51, c'est-à-dire c'est le fichier qui a été texte, qui a été produit à l'issue de l'opération d'édition de lien et qui va nous donner un certain nombre d'informations. Dans un premier temps, des informations sur le positionnement des différents segments relogeables, entre autres, qu'on avait définis. Donc on a les différents espaces mémoire, data, xdata et code. Et dans le data, on va bien sûr trouver des segments de data proprement dit, les bandes registres, des segments de bits et aussi des segments iData. Petite précision sur ce segment indirect qui s'appelle point d'interrogation stack. Donc comme son nom l'indique, il va être sans doute utilisé pour y placer la pile, mais à ce stade, hein, on a simplement un segment qui sera géré en indirect, qui est logé à partir de l'adresse 2F, qui au maximum fait 5 octets, parce qu'on a déclaré le segment de cette manière-là, mais à ce stade, en aucune manière, la pile va automatiquement être affectée ici.
dans cette zone mémoire-là. Elle le sera uniquement parce que dans le code, on va aller mettre une instruction qui est ici, hein, dans cette instruction-là, movesp hashtag point d'interrogation stack -1, on va faire pointer le pointeur de pile sur le début de cette zone point interrogation stack. Donc c'est vraiment la conjonction des deux. Je déclare un segment en memory data. Il faut impérativement qu'il soit en memory data. Et puis je fais pointer mon pointeur de pile sur le début de ce segment. À ce moment-là, effectivement, la pile se trouvera bien dans ce segment. Je reviens à mon fichier M51. Donc là, on a les informations sur tous les segments. On a aussi des informations sur les variables. Si par exemple je veux savoir où a été logée la variable temp ambiante, ben, je regarde, c'était temp ambiante. Voilà, on va la retrouver facilement et là on saura quelle est l'adresse des 0022 par exemple. Voilà. Je voulais vous montrer aussi quelque chose qui était intéressant quand on commence à utiliser des variables, c'est qu'on va pouvoir aussi les visualiser beaucoup plus simplement. Parce que jusqu'à présent, ce que vous saviez faire pour visualiser des variables, on va passer en mode simulation, ce que vous saviez faire, c'était visualiser des espaces mémoire. Et on allait à la pêche aux informations. Voilà, donc je visualise ma mémoire data interne. Avec mon fichier M51, je pourrais aller regarder plus bas. Hop. Là, si je vais, je sais pas, je vais chercher les temps. Hop. Voilà, mon temp ambiante par exemple, mon temp consigne, ils sont aux adresses 21 et 22. Donc là, éventuellement, quand j'ai des bugs, quand je débug, je vais sans doute voir ces valeurs-là bouger. Donc je vais tester, on va revenir. Je vais exécuter mon code. Voilà, il s'exécute en continu. On voit bien qu'il y a plein de choses qui se sont modifiées ici. Là, je l'ai fait tourner, mais ça reste quand même relativement fastidieux pour savoir qui est qui. Donc il y a une manière beaucoup plus simple, grâce au fait que vous avez déclaré des variables, c'est que vous allez pouvoir les visualiser facilement. Donc là, je fais un clic bouton droit, add compteur watch 1. Je vais aller en chercher, qu'est-ce que je vais aller chercher on est où là? On est dans le sous-programme. Je vais aller en démo directive. La température ambiante, je vais voir visualiser. Voilà, je vais rajouter, j'avais une variable compteur, je vais aussi la visualiser. Voilà, on va faire tourner le code. Voilà, donc là visiblement, je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas évalué. Voilà, là il a pu évaluer toutes les variables. Donc ce qui fait que ça rend quand même les choses beaucoup plus simples que ça. Voilà. Par contre, effectivement, si vous allez sur compteur, température ambiante, je ne me souviens plus, elle est à l'adresse 22. Température ambiante actuellement a indiqué 17. Théoriquement, à l'adresse 22, ici, on a bien la même chose. Hein. Donc on visualise bien les mêmes contenus, mais ici, on est quand même sur des modes de visualisation qui sont quand même nettement plus pratiques. Et une dernière chose, parfois on aime bien pouvoir tracer l'évolution de certaines variables. Donc on a aussi la possibilité, et on terminera par ça, d'utiliser un petit analyseur logique, qui est un outil relativement rudimentaire, mais bon, qui est parfois bien pratique. Donc là, par exemple, j'avais déjà rentré une variable, c'était l'état Greenland. Donc on voit déjà que, bon, je vais faire un reset. Je vais mettre un point d'arrêt quand même, histoire de le faire dérouler tout doucement. Voilà, faire un point d'arrêt ici. Hop. Et vous voyez que là, voilà, on arrive à visualiser. Là, à chaque fois qu'on a fait un tour de boucle, j'ai ma LED qui évolue de cette manière-là. Je peux aussi rajouter d'autres variables. Donc, par exemple, mon compteur. Donc là, on va ici, on clique là-dessus. Voilà, je vais rajouter ma température ambiante, qui elle doit pas beaucoup varier, hein, donc ça va être zut. Je me suis trompé. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va refaire.
Voilà, on va remettre, il y avait le compteur. On va mettre la température ambiante. Voilà. Et là, on va exécuter. On trouve toujours nos... Là, on va mettre un peu plus de... Voilà, je vais enlever mon point d'arrêt. Je run, je vais dézoomer. Et on voit qu'effectivement, on a la variable, ça c'était la variable compteur. Et on voit que, comme son nom l'indique, hein, donc c'est des valeurs qui sont incrémentées au cours de l'exécution du programme. Donc ça permet quand même de pouvoir mieux voir parfois l'évolution de certaines variables, encore mieux qu'ici. Parce que là, effectivement, quand vous faites un... Alors, je vais remettre mon point d'arrêt. Un point d'arrêt ici, par exemple. Donc on voit bien effectivement la valeur compteur qui s'incrémente. Bon, elle s'incrémente, mais avec l'option analyseur logique, c'est parfois plus simple de voir qu'effectivement on a une belle incrémentation bien régulière. Voilà, on va s'arrêter ici, hein, donc je dirais en introduisant de nouvelles, comment dirais-je, de nouvelles possibilités offertes par le debugger. Toutes ces directives d'assemblage, il faut vraiment arriver à les utiliser quand vous allez travailler en fichier multisource. Si vous ne les utilisez pas, on peut toujours bricoler, mais je vous assure que ça sera vraiment très très laborieux. Donc prenez le temps d'assimiler ces différentes directives. Ça vous permettra après de mener à bien un projet multisource. Voilà, c'est tout pour l'instant.